Bonjour à tous, merci pour votre participation. Nous allons démarrer le webinaire dans quelques minutes. Je veux juste bien que vous me confirmiez que vous m'entendiez bien. Vous pouvez utiliser la fonction chat pour me confirmer que vous m'entendez bien. Merci. Merci à vous. Nous allons démarrer dans une minute, le temps de laisser encore quelques participants se connecter. Merci pour votre patience. Bonjour à tous, merci encore pour votre présence, merci de vous connecter pour ce webinaire que nous allons démarrer maintenant. Donc comme vous le savez, le thème de ce webinaire est consacré au référent handicap et donc l'objectif est vraiment de comprendre les exigences Calliope à la lumière des 300 accompagnements qu'on a pu réaliser. Donc l'objectif c'est de vous donner un petit peu de retour terrain également sur ces différents accompagnements et sur les écueils à éviter. Je vous propose tout d'abord de regarder quelques règles sur les règles du webinaire. Donc, mettez-vous bien sur mute. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez en utilisant la fonction chat à la fin du webinaire. Donc, pour vous détailler un petit peu le déroulé, on a prévu à peu près 40 minutes de présentation et donc le reste, du webinaire sera dédié à une séance de questions-réponses et donc on essaiera de prioriser et de regrouper, on va dire, les thématiques de questions en fonction de ce que vous nous posez comme question dans le chat. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de passer la parole aux deux intervenantes, donc Myriana Andrianzoa et Anaïs Barin, pour qu'elles se présentent. Myriana, je te laisse commencer. Alors, on ne t'entend pas, Myriana, il faut que tu mettes le son. Pardon.
Donc, Myriam André-Amsois, je suis en charge à Catras de coordonner et de piloter l'ensemble des projets d'accompagnement et d'audit au sein des organismes de formation dans le cadre des démarches de qualité. Et je suis également en charge de la formation et la qualification de nos consultants et de nos auditeurs. Anaïs, je te laisse te présenter et allumer ta caméra. Bonjour à tous. Donc je suis Anaïs Varin, je suis la référente handicap de Catras et je suis également la formatrice de ce thème. J'interviens moi personnellement davantage sur le côté médico-social, notamment en accompagnant des structures qui sont orientées sur le handicap, donc des maisons d'accueil, des maisons de soins, des foyers, ce qui me permet d'avoir une vision à la fois terrain des structures vraiment spécialisées handicap et en même temps de pouvoir accompagner les organismes de formation sur l'accompagnement des personnes qui seraient atteintes de handicaps divers et variés. Merci Anaïs. Et donc du coup, Charles-Antoine de Fontenay, je suis le dirigeant du cabinet Catras. Voilà, et donc sans plus attendre, on va juste couper nos caméras pour regarder un petit peu de flux et de débit internet pour que vous puissiez bien nous entendre. Et je vais vous présenter très rapidement le cabinet pour voilà, laisser place évidemment au cœur du sujet qui est le référent handicap. Voilà, donc Catras, c'est un acteur de référence du conseil et de l'audit QSE, hein, donc qualité, sécurité, environnement depuis plus de 10 ans. On a été créé en 2007, donc voilà, c'est 13 années d'expérience dans ce domaine. Et notre vocation, c'est vraiment, je dirais, d'accompagner nos clients dans l'obtention et le maintien de leur certification. Donc Catras, en quelques chiffres, hein, on a une douzaine de salariés, on travaille avec une trentaine de partenaires qui sont répartis, je dirais, sur l'ensemble du territoire. Et donc, ce qui nous permet vraiment je dirais, d'avoir une présence au plus proche de l'intégralité, on va dire, de nos clients. On fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires et on maîtrise une trentaine de référentiels, hein. Donc évidemment, notre expérience ne se limite pas uniquement à Calliope. On maîtrise des référentiels évidemment assez classiques comme la 9001, la 14001 ou la 45001, donc ce qui concerne le QSE, mais également des référentiels sectoriels un peu plus complexes comme la 27001 par exemple sur la sécurité de l'information ou des secteurs un peu plus je dirais précis comme l'automobile avec la norme ATF ou l'aéronautique avec la ISO 9100. Voilà, on accompagne à peu près 1500 structures, que ce soit des organismes de formation ou des TPE, PME, et on réalise à peu près 1200 journées d'intervention par an. On est structuré autour de 4 pôles, hein. Le premier pôle qui, voilà, je dirais, est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, donc qui sont les organismes de formation. Donc vraiment notre vocation, c'est d'accompagner tous ces organismes de formation dans la certification Calliope, mais pas que. On verra qu'il y a un certain nombre aussi d'autres solutions qu'on vous propose. On accompagne également beaucoup de TPE-PME dans l'obtention de certifications type ISO 9001, 14001 ou 45001 dont j'ai parlé. Les établissements médico-sociaux dont Anaïs a parlé, effectivement, on réalise beaucoup d'évaluations externes et internes pour le compte de ces établissements médico-sociaux et donc ce qui intègre évidemment aussi, on va dire, des résidents, hein, qui sont des personnes potentiellement en situation de handicap. Et donc on intervient, on va dire, régulièrement dans des établissements, par exemple, de la Croix-Rouge ou de la Page. Et enfin, quatrième pôle, qui concerne les réseaux, les fédérations et les syndicats, pour lesquels en fait on va les conseiller sur le déploiement d'une démarche qualité au niveau de la tête de réseau pour que ensuite cette démarche soit déployée au niveau des membres et des adhérents. Donc voilà, une grosse expérience sur ce sujet-là. On fait certifier nos pratiques, hein, nos bonnes pratiques professionnelles par des tierces parties et donc cela est effectivement validé par deux certifications. La première, l'ISO 9001 qu'on a depuis, je dirais, la création d'entreprise en 2008 sur nos activités de conseil, d'audit, de formation et d'évaluation. Et évidemment, nous sommes certifiés en tant qu'organisme de formation, nous sommes certifiés Calliope depuis 2020 et nous sommes organisme de formation depuis 2008. Et enfin, pour réaliser les évaluations externes, nous sommes habilités par la Haute Autorité de Santé depuis 2009, donc quasiment depuis la création de cette habilitation. Voilà, je voulais maintenant vous parler rapidement de nos solutions spécifiques au secteur de la formation. Donc très concrètement, voilà, on fait évidemment de l'accompagnement à la certification Calliope, mais pas que. Et donc on accompagne beaucoup en fait de structures à l'enregistrement de certifications aux répertoires nationaux, hein, donc sur le RNCP et les répertoires spécifiques.
La loi, évidemment, la récente réforme a permis aussi de la création de nombreux CFA et donc on accompagne voilà, pas mal de structures sur le développement de cette activité de CFA. Et puis, ponctuellement, on peut également faire de l'ingénierie et de la conception de référentiels ou de labels métiers pour les organismes de formation. On réalise également beaucoup d'audits à blanc en mode conseil. Et donc, voilà, je précise que l'audit à blanc est vraiment différent d'un pré-audit que peuvent proposer les certificateurs. Dans l'audit à blanc, en fait, vous allez évidemment je dirais, statuer sur le nombre de non-conformités, hein, c'est ce qu'on fera, mais généralement à la fin je dirais, de l'audit, on met aussi notre casquette de consultant et donc on vous explique un petit peu, je dirais, les raisons pour lesquelles vous avez obtenu ces non-conformités et quelques pistes pour lever les écarts. Donc on fait vraiment ces audits à blanc en mode conseil, ce qui voilà, est une prestation relativement différente des organismes certificateurs qui ne peuvent pas faire de conseil puisqu'ils sont habilités par le COFRAC qui leur interdit de faire ce genre de prestations. Voilà, nous avons accompagné à peu près 300 organismes de formation, accompagnés ou formés de façon personnalisée à la certification Keyopi sur toutes les catégories d'action, que ce soit du mono ou du multisite. Donc je précise que nous avons accompagné à peu près une centaine d'organismes multisites, une centaine de sites pour des organismes multisites, et que nous avons réalisé à peu près 200 audits Keyopi depuis septembre 2019, donc depuis quasiment, je dirais, la publication de l'arrêté et du décret. Voilà, je crois que sans plus attendre, il est temps de passer la parole, je dirais, à Myriana et Anaïs sur les retours d'expérience, les écueils et les non-conformités récurrentes et préconisations concernant le référent handicap. Merci Charles-Antoine. Donc en fait, dans la structure de ce webinaire, en partant en fait de notre logique qui est de pouvoir vous apporter quelques écueils, des points de vigilance et des retours d'expérience, on a prévu de l'organiser de la manière suivante. On va d'abord commencer par vous présenter notre compréhension de la logique du référentiel national qualité sur ce sujet du handicap. Ensuite, quelques écueils et retours d'expérience, un rappel aux attendus du référentiel national qualité. Bien évidemment, on n'aura pas le temps de passer tous les indicateurs dans le détail. On fera un focus sur certains indicateurs qui reviennent assez souvent en termes de retours d'expérience. Nos préconisations face à ces écueils et retours d'expérience et les bonnes questions à se poser. Et pour terminer, sur cette partie plutôt technique, on va vous proposer une méthode de préparation sur ce sujet et vous communiquer les points de vigilance, en tout cas quelques points de vigilance clés qu'on a pu nous relever à travers les différents accompagnements qu'on a pu réaliser. On peut passer à la diapo suivante. Donc, il y a une logique importante dans le référentiel national qualité et d'ailleurs, c'est écrit dans le préambule du guide de lecture, donc dans sa version 6, qui est téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire. C'est celui qui détaille tous les indicateurs. Et dans ce guide, il est bien spécifié que la logique du référentiel national qualité, donc dans ce guide, est la logique d'accessibilité universelle. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne fais que répéter ce qui est écrit dans le guide. C'est l'accès à la formation, l'accès aux prestations, je dirais, à tous pour tous. C'est-à-dire que l'objectif est de pouvoir apporter une réponse à toute demande d'un public en situation de handicap. Donc, le guide, tel qu'il est conçu aujourd'hui, devrait vous permettre, s'il est interprété correctement et si vous êtes en capacité de bien cerner les différents niveaux attendus, de prendre en compte les spécificités de ce public-là en situation de handicap. Donc, ce qui est important de notre côté, c'est déjà de prendre en compte, de partir d'un point essentiel qui concerne ces prestations, vos prestations, c'est l'ingénierie de prestation. On va prendre le cas d'une action de formation. Il faut partir de la logique de l'ingénierie de mon action de formation. Et le handicap va tourner autour de principalement 4 axes. Le premier, c'est quelles sont les compétences et aptitudes nécessaires pour que je puisse en fait accueillir ce type de public. Quel est le cadre et le cadre nécessaire et les moyens matériels nécessaires. Quelles sont les ressources éventuellement pédagogiques nécessaires et pour faire tout ça, quel est le budget éventuellement que je dois prévoir. Donc, c'est vraiment ces axes-là. Il faut partir de votre ingénierie et prendre en compte ces 4 axes.
On va passer à la diapo suivante. Donc là, on a tant bien que mal essayé de structurer ça pour que ça soit assez parlant et très opérationnel. On est parti des phases de vos processus opérationnels, si je peux me permettre, si on prend une action de formation. Donc, on va se retrouver avec une première phase qui est la phase d'ingénierie, donc la conception, l'actualisation des formations ou des prestations, si on veut. Donc, sachant que pour réaliser cette phase, on prend en compte non seulement votre processus de veille, l'analyse et la prise en compte des besoins identifiés des bénéficiaires ou du public cible. Ensuite, on a une deuxième phase qui est l'information du public sur vos prestations. Donc là, on retrouve les indicateurs de communication dans le guide de lecture et le traitement des demandes d'inscription ou demandes d'information. Dans la phase 3, on va arriver à l'accueil des bénéficiaires et l'adaptation des prestations. Et on va terminer avec la mise en œuvre des prestations, de la prestation qui a été préalablement adaptée, conçue puis adaptée, et l'évaluation de cette prestation, dans laquelle il faut évidemment aussi prendre en compte ce besoin. Donc, on va passer à la diapo suivante. On va faire un focus sur chaque phase en partant de quelques écueils qu'on a eus, auxquels on va faire un rappel des indicateurs du référentiel, du niveau attendu en tout cas, avec un focus sur certains indicateurs et vous apporter quelques points de vigilance. Donc, sur cette première phase de conception et actualisation des prestations, qui est la phase d'ingénierie, on va retrouver certains indicateurs des critères 2 et 6 du référentiel national qualité. Les retours qu'on a, nous, en termes d'écueil, très souvent, qui revient, c'est il y a beaucoup de préjugés autour du handicap et ceux-ci prennent souvent le dessus sur la recherche du besoin, c'est-à-dire l'analyse du besoin et de la situation de la personne. Donc, ne pas voir la personne comme déjà une personne en situation de handicap, mais la voir comme une personne qui a besoin de développer ou d'acquérir une compétence ou de pouvoir réussir un projet professionnel. Ensuite, le deuxième écueil qu'on a souvent, c'est penser de prime abord qu'en fait, on n'est pas en capacité du tout, ou pas capable, ou pas les moyens du tout, d'accueillir une personne en situation de handicap. Je tiens à signaler qu'il y a plusieurs typologies de handicap et que l'accessibilité des personnes à mobilité réduite pour les locaux, ce n'est qu'un sujet. Voilà, donc je laisserai ma collègue développer un peu plus tard. Et le troisième écueil, c'est qu'on a souvent des retours comme quoi certaines prestations peuvent ne pas être accessibles à tous les profils de bénéficiaires. Ça, c'est une très bonne question. Si c'est une question, en tout cas, c'est des retours qu'on a très souvent. Alors, je pense au permis de conduire, par exemple, typiquement, pour vous donner une petite anecdote. Donc, on va passer au focus sur certains indicateurs. Dans la phase d'ingénierie, on peut prendre plusieurs indicateurs, mais là, on a fait un focus sur les trois principaux, c'est-à-dire l'indicateur 4, donc l'analyse du besoin du bénéficiaire, en prenant en compte les publics en situation de handicap. L'indicateur 5, où vous devez déterminer les objectifs de prestation au regard des résultats de cette analyse des besoins. Et l'indicateur 6, où vous devez construire le contenu adapté en fait aux objectifs préalablement définis. Donc là, ce qui est important dans cette phase d'ingénierie, au-delà de déterminer les objectifs, d'analyser le besoin, et qui finalement est un process classique pour tout type de public et tout type de formation, c'est de vraiment, dès cette phase d'ingénierie, dès l'identification de besoins, de prendre en compte et de bien analyser la situation de handicap du public et les éventuels besoins en compensation qui seraient possibles. Et là, évidemment, je vais faire une passerelle avec des indicateurs, notamment de veille. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, dans les indicateurs de veille, on a notamment l'indicateur 26, qu'on avait déjà évoqué dans le précédent webinaire, qui est spécifique au handicap. Et là, ce qui est demandé dans le référentiel, c'est de disposer d'un réseau, soit de partenaires, soit d'experts, qui puissent vous appuyer ou vers lesquels vous pouvez orienter éventuellement toute demande d'un public, d'une personne en situation de handicap. Donc là, ça va être vraiment une source importante qui va vous aider dans cette phase d'ingénierie, c'est-à-dire ce réseau de partenaires et ou d'experts ou d'organismes spécialisés sur le sujet du handicap. À côté de ça, vous avez pour tout ce qui est potentielle compensation, les possibilités de vous renseigner sur, par exemple, des financements. Alors, je pense que ma collègue vous donnera un peu plus de détails sur ces sujets-là,
Mais l'idée sur cette sur ce processus de veille, c'est d'être vraiment en capacité de prendre en compte tous les enjeux du handicap et tous les acteurs potentiels qui peuvent intervenir ou vous appuyer, que ce soit au niveau financier, comme au niveau matériel ou au niveau compétences. Donc, ce qui est important sur cette phase de veille, c'est le réseau et les partenariats éventuellement qui pourraient être mis en place. Pour conclure sur cette phase d'ingénierie pédagogique, donc on peut passer à la diapo suivante, les 3 questions clés à se poser, c'est quand vous concevez une formation ou que vous voulez adapter une formation à un public ou à un groupe de public, c'est de vraiment bien identifier ce public ciblé, quel en est le profil, quelles seraient leur situation et quels seraient leurs besoins, quelles seraient les modalités spécifiques d'accès éventuellement à prévoir et comment organiser la prestation dans ce cas. Et la dernière question, c'est dans quelle mesure est-ce que vous, en tant qu'organisme de formation qui concevez cette formation, êtes en capacité de répondre à ces éventuels besoins de compensation. Voilà, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça n'inclut pas que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, je laisserai ma collègue vous apporter un peu plus de détails. Je passe la main à Anaïs. Merci Nariana. Je vais rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire pour clarifier un petit peu la chose. Quand on parle d'accessibilité, il faut bien avoir à l'esprit qu'on parle de 3 thèmes. Le premier, c'est le bâtiment. C'est celui auquel on pense immédiatement quand on parle d'accessibilité, mais il ne faut surtout pas oublier que ce n'est pas le seul. Vous avez aussi vos prestations qui rentrent dans cette notion d'accessibilité. Et vous avez la capacité de vos collaborateurs à être sensibilisés sur le sujet du handicap. C'est ces 3 notions qui vont faire que vous êtes accessible ou non. Voilà pour le petit focus, le petit rappel sur l'accessibilité. Pour poursuivre sur les différentes phases, la seconde, ça va concerner vraiment principalement l'information au public et les traitements des demandes, notamment au moment de l'inscription. Bien souvent, dans les organismes qu'on a pu accompagner, il y a les mêmes choses qui reviennent. La première, c'est nous dire que de toute façon, les formations ne sont pas accessibles, donc ils ne vont pas communiquer dessus, pour éviter justement de se retrouver avec des personnes en situation de handicap qui ne sauront pas gérer. On a également des personnes qui nous disent que elles n'ont jamais eu de cas de personnes en situation de handicap, probablement parce que leurs locaux ne sont pas accessibles, que les formations ne sont pas accessibles. Et par conséquent, ils n'ont rien mis en place. Et puis, pour eux, il y a très peu de chances de se retrouver face à une personne en situation de handicap. Et enfin, on a des personnes qui gardent cette mentalité des 2 premiers points en disant on n'est pas accessible, donc voilà, on ne discute pas dessus, on ne le met pas en avant, on ne prend pas en compte les personnes en situation de handicap, mais qui finalement vont se retrouver avec une personne en situation de handicap pendant leur accompagnement. Mais cette personne ne sera pas forcément identifiée au début. Donc, ils vont un peu le découvrir pendant la formation. Donc, une fois que le processus est lancé, ça devient compliqué de revenir en arrière. Et puis, on ne peut pas dire à la personne de quitter la formation sous prétexte qu'elle est en situation de handicap. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'une situation de handicap ne veut pas forcément dire une personne au fauteuil roulant. Les situations de handicap, comme vous a dit Myriana tout à l'heure, elles sont diverses, elles sont variées, mais surtout, sachez que 80% des handicaps ne se voient pas. Donc, si ça se trouve au quotidien, vous côtoyez des personnes qui sont en situation de handicap sans même le savoir. Donc, ne partez surtout pas du principe que vous n'êtes pas accessible, parce que si ça se trouve, vous l'êtes sans même le savoir. Pour pouvoir répondre à ces phases, du coup, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut retrouver dans différents critères. Donc, ça va concerner l'adaptation au public et puis la mise en place de votre réseau. La première chose pour vous adapter à votre public, ça va être de diffuser un maximum d'informations et d'être le plus exhaustif possible. Si vous n'êtes pas accessible, je prends l'exemple d'un bâtiment parisien dans un quartier chic qui est classé patrimoine français, c'est sûr que vous ne pourrez pas garantir l'accessibilité du bâtiment parce que de toute façon, les travaux seront impossibles. Pour autant, vous pouvez avoir d'autres solutions. Quoi qu'il arrive, voilà, il faut garder en tête que peut-être que votre bâtiment n'est pas accessible, mais encore une fois, l'accessibilité, ça ne s'arrête pas que au bâtiment.
Mais ça ne vous empêche pas de dire que vous avez en effet un problème de bâtiment. Et ça, n'hésitez pas à communiquer dessus. Vaut mieux que vous mettiez en avant tout de suite quelque chose qui est accessible ou qui ne l'est pas, de façon à ce que votre public soit informé et qu'il puisse après vous contacter pour avoir plus d'informations ou se réorienter plutôt que vous vous retrouviez du jour au lendemain avec une personne en situation de handicap dans vos locaux sans savoir comment traiter la situation. Gardez bien à l'esprit, surtout que quoi qu'il arrive, quand on vous demande de travailler, que ce soit sur Calliope ou d'autres situations avec une personne en situation de handicap, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas à vous de tout gérer. Pour ça, vous pouvez très simplement mettre en place des partenariats ou avoir tout simplement des informations avec des acteurs locaux qui vont pouvoir se mobiliser, vous faire part de leur expertise et qui vont vous accompagner de façon à rendre vos prestations les plus adaptées possibles pour tout type de bénéficiaires. Dans un deuxième temps, ce qu'on va vous demander, donc après avoir communiqué sur votre accessibilité, sur ce que vous pouvez mettre en place, ça va être de parler davantage du côté pédagogique. De vraiment dire, j'ai une situation de handicap, qu'est-ce que je peux mobiliser, quel type de pédagogie je peux mettre en place, et puis si c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, vers qui est-ce que je peux m'orienter pour avoir des informations et avoir un accompagnement pour pouvoir mettre en place des actions correctives. Pour ça, vous allez avoir besoin en parallèle de faire une veille sur les innovations qui existent en termes de pédagogie, en termes d'outils pédagogiques. En plus, vous avez également des technologies qui évoluent, notamment avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui peuvent vous être utiles pour accompagner une personne en situation de handicap. On peut passer à la slide suivante. Et donc, pour ce qui est des préconisations, quand vous devez accompagner une personne sur le plan information au public, la première chose, c'est de savoir qui sont vos bénéficiaires. Comme l'a très bien dit Mariana tout à l'heure, on ne vous demande pas de savoir si la personne est en situation de handicap ou pas, on vous demande d'identifier son besoin. Vous pouvez tout à fait avoir une personne qui est en situation de handicap. Je prends l'exemple d'un jeune qu'on a accompagné il y a peu de temps avec un organisme de formation. Ce jeune est malvoyant. Pour autant, l'organisme n'a rien eu à mettre en place parce qu'en fait, il avait lui-même ses propres astuces et il arrive à suivre ses formations sans aucun problème. Donc, ne partez pas du principe qu'il faut que vous mettiez en place une accessibilité propre à chaque type de handicap, puisque chacun a ses propres particularités, donc ce ne sera pas gérable. Par contre, vous pouvez identifier le besoin d'une personne et si ça se trouve, elle aura besoin de rien du tout. Si toutefois elle a besoin de quelque chose, on va passer sur ce qu'on appelle de la compensation. Donc, contrairement à l'accessibilité qui concerne tout et tout le monde, la compensation, ça va vraiment être individuel et propre à une personne et à son besoin. Donc là, l'idée, c'est de savoir s'il y a des compensations à mettre en place et si oui, comment est-ce que vous allez réussir à les adapter à vos prestations. Et enfin, la dernière préconisation sur cette phase, ce serait de pouvoir identifier dans quelle mesure vous êtes en capacité de répondre à ce besoin. Posez-vous la question, si vous savez qu'à l'entrée, une personne, pendant un entretien, par exemple, d'inscription, vous dit qu'elle est en situation de handicap, posez-vous la question de savoir quel est son besoin et est-ce que vous allez pouvoir y répondre. Si ce n'est pas le cas, c'est pas un drame, bien au contraire, ça vous permet, vous, de vous remettre en question et puis de dire, est-ce que je peux développer des moyens pour pouvoir accompagner cette personne et lui permettre de venir en formation ou est-ce que je sais que je vais vraiment être limitée et je ne vais pas lui permettre de suivre sa formation correctement? À ce moment-là, je vais l'orienter vers autre chose. Voilà pour cette partie information. La troisième phase, elle va être plutôt tournée autour de l'accueil des bénéficiaires. Donc là, c'est vraiment, voilà, une fois que l'inscription est passée, comment est-ce que vous allez les accueillir sur votre site ou à distance d'ailleurs, et comment est-ce que vous allez adapter vos prestations. Là, par rapport au référentiel national qualité, on est sur 3 critères, le 3, le 4 et le 6. On ne va pas vous faire tous les indicateurs, on vous en a ciblé quelques-uns, en lien notamment avec les retours qu'on entend le plus. Le premier, c'est que le personnel n'est pas sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap et en fait, ils se retrouvent dépourvus de moyens lorsqu'ils sont une personne en difficulté face à eux. Le deuxième cas, c'est que
le stagiaire est incapable d'avoir des conseils et des informations. Il est en difficulté pendant sa formation, mais comme le personnel n'est pas sensibilisé, finalement, il se retrouve dans les deux cas perdu à ne pas savoir trop quoi faire ni comment améliorer la situation. Le troisième cas qui est assez fréquent d'ailleurs, étonnamment, c'est le manque de communication en interne sur cette notion de besoin du bénéficiaire. Parce qu'on identifie au moment de l'inscription qu'une personne a un besoin parce qu'elle est en situation de handicap, mais si cette communication ne passe pas dans tous les services, on va se retrouver le jour de la formation à ne pas pouvoir accompagner une personne parce que on n'était pas au courant qu'elle était en situation de handicap. Si je reprends l'exemple du malvoyant, il avait peut-être besoin d'avoir un support avec une police en taille 15 et puis le support qu'on a, il est en taille 10 et du coup, il ne peut pas le lire. Pour éviter toutes ces petites choses, sur le référentiel national qualité, on vous propose plusieurs indicateurs pour vous guider. La première chose, ça va être d'informer le public du déroulé de votre prestation. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quand est-ce qu'elle commence? Comment elle se déroule? À quel moment? Quelles sont les plages horaires, etc. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations de façon à être sûr que la personne qui va venir s'inscrire pourra y accéder. Si c'est une personne qui a une maladie chronique, qui a du mal à supporter la lumière du jour, qui est plutôt à travailler de manière nocturne, si vos prestations ne se font que 2 jours, ça ne va pas forcément être adapté à elle. C'est un exemple rare, extrême, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on recherche. Ce qu'on va chercher surtout pour cette partie accueil et adaptation, ça va être les moyens que vous allez mettre en place. Donc, je vous passe les différents indicateurs, vous les voyez sur la bulle sur le côté. L'idée, c'est de se dire que pour pouvoir garantir le bon déroulement des prestations, vous devez faire attention aux moyens que vous allez utiliser, que ce soit les moyens humains. Donc là, on parle surtout de l'encadrement. Est-ce que les personnes sont compétentes? Est-ce qu'elles ont les notions en fait sur le handicap? Est-ce que vous avez désigné une personne qui va être référente handicap et puis qui pourra intervenir en cas de besoin? Est-ce que l'équipe pédagogique est à l'aise avec le sujet et puis est en capacité de vous prévenir si jamais il repère quelque chose, une déficience quelque part chez un élève et puis peut-être que c'est une personne qui est en situation de handicap, qui l'a caché à l'entrée, mais que vous allez pouvoir accompagner tout de même. Les autres éléments à identifier, ça va être l'environnement et tout ce que vous allez mettre en place autour de ça. Vous n'allez pas avoir le même accompagnement si vous êtes en présentiel ou en distanciel. En présentiel, vous allez devoir faire attention au lieu, mais également au matériel que vous allez utiliser, aux ressources pédagogiques. En distanciel, ça va plutôt être les moyens techniques. Certes, il y a toujours les ressources pédagogiques et le matériel, mais on n'a pas la même approche. Si je reprends l'exemple de la personne malvoyante, en distanciel, il faut être sûr qu'elle a un ordinateur qui va être adéquat pour pouvoir recevoir vos supports, par exemple. Donc là, sur cette partie-là, gardez bien en tête vraiment qu'on parle de l'accessibilité dans sa globalité, pas que le bâtiment, c'est aussi vos prestations et vos ressources humaines, et puis tous les outils que vous allez mettre en place pour garantir cet accueil et le bon déroulé de vos prestations. Pour ce qui est des préconisations ici, la première chose à savoir, c'est si votre personnel est sensibilisé à l'accueil du public en situation de handicap. Là encore, attention aux préjugés, ne partez pas du principe que si personne n'a été formé, personne ne va savoir. On a tous une vie privée. Peut-être que vous avez des personnes, des collaborateurs qui ont une expérience avec tel ou tel type de handicap sans que vous le sachiez. Et ça va être des personnes qui vont être capables du coup de réagir très facilement et très rapidement face à une situation de handicap et qui pourront accompagner leurs collègues. Donc n'hésitez pas quand même à vous renseigner auprès de vos collaborateurs. C'est quand même le meilleur moyen de sensibiliser, c'est tout simplement en discutant les uns avec les autres pour commencer. La deuxième chose, ça va être d'identifier les moyens et les ressources que vous avez prévues, savoir si elles pourront suffire à assurer l'adaptation de la prestation ou non. Et pour être sûr que la prestation se passe bien, vous devez quand même assurer un minimum de suivi pour être sûr que le bénéficiaire qui est en situation de handicap va pouvoir suivre une formation qui va bien se dérouler tout du long et qui ne va pas se retrouver avec des embûches. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec cette dernière phase, donc la phase numéro 4,
qui concerne la mise en œuvre des prestations, où là, bien souvent, on se retrouve avec des bénéficiaires qui ne parviennent pas à suivre leur formation parce que les moyens ne sont pas adéquats, les ressources pédagogiques ne leur conviennent pas, les supports ne sont pas forcément adaptés. Et bien souvent, on se retrouve du coup avec des personnes qui, comme elles n'ont pas de suivi, qui elles se sentent perdues, et ben en fait, elles vont tout simplement abandonner le parcours. Pour éviter ça, vous avez pourtant voilà, plusieurs outils que vous pouvez mettre en place. Il y en a un qui est utilisé, mais qui malheureusement n'est pas toujours poussé dans son extrême, c'est les modalités d'évaluation. On essaye voilà, de voir dans les objectifs globaux comment est-ce que s'est déroulée la prestation, si les compétences sont acquises, mais on ne pense pas forcément aux personnes en situation de handicap. Je prends un exemple tout bête, c'est une image qu'un organisme m'a partagée il y a peu de temps. Un homme demande à plusieurs animaux, pour valider leur inscription, de grimper dans un arbre. Sauf que parmi ces animaux, il y a un éléphant, il y a un phoque, il y a un oiseau et il y a un chien. Ben, c'est une seule modalité pour tout le monde, donc forcément, ben, tout le monde n'arrivera pas au bout. Et cette image, finalement, elle reflète bien ce qu'on met en place ou pas. Le fait voilà, de ne pas prendre en compte les différences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et là, on ne parle pas forcément de situation de handicap en plus. Hein. C'est vraiment faire attention à tout le monde et c'est là où on est dans l'accessibilité. Pour répondre à cette phase, donc, là aussi, il y a plusieurs indicateurs répartis sur 3 critères. Le premier, ça va être de vous assurer que vous avez mis en œuvre et adapté des prestations et l'accompagnement qui va avec. Il faut que vous ayez un suivi de votre public, être sûr que les méthodes et les moyens d'évaluation que vous avez mis en place sont adaptés et que même une personne en situation de handicap va pouvoir y arriver. Ça, c'est quelque chose qui est préparé en amont, puisque quand vous mettez en place vos prestations, vous imaginez déjà comment est-ce que vous allez les évaluer. Donc, gardez bien en tête dès le début ces notions de handicap, de façon à ce que quand vous arrivez sur la fin, sur l'évaluation, bah, cette notion ne soit pas oubliée et qu'on ne se retrouve pas avec des personnes qui ne peuvent pas y répondre. Dans les prestations d'évaluation, donc vous avez des compétences, mais vous avez aussi de la satisfaction. Faites bien attention du coup à ne pas oublier ces deux notions. Pour ce qui est des préconisations ici, la première chose, ça va être d'identifier comment est-ce que vous voulez évaluer l'efficacité de vos prestations et comment est-ce que vous allez les évaluer pour une personne en situation de handicap. Par exemple, si vous mettez en place un questionnaire, est-ce que vous le faites en format papier ou est-ce que vous le faites en numérique? Est-ce que vous l'imprimez sur une certaine couleur? Voilà, c'est toutes ces petites idées qu'il va falloir réfléchir dès le début. Et enfin, l'idée va être de savoir quelles sont les méthodes à adapter et les moyens que vous allez devoir mettre en place. Voilà pour les différentes phases. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit point sur la méthodologie par rapport à tout ça, voir un peu comment est-ce que vous pourriez mettre en place votre démarche pour accompagner une personne en situation de handicap. La première chose à faire, c'est d'identifier votre périmètre. Vous devez savoir qui vont être vos bénéficiaires, à qui vous allez vous adresser, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles vont être vos prestations. Tout ça, bon, je pense que c'est votre quotidien, vous maîtrisez. Pour ce qui concerne vraiment le handicap, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes pour la plupart des établissements qui reçoivent du public. Par conséquent, vous avez des catégories en fonction du nombre de personnes que vous allez recevoir. Et donc, plus vous allez recevoir de personnes, plus vous allez avoir d'obligations en termes d'accessibilité. Ça va être votre premier élément d'analyse qui va vous permettre d'identifier un petit peu ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire ou pas pour une personne en situation de handicap. Par la suite, le mieux est de réaliser un autodiagnostic de façon à ce que vous puissiez identifier un peu où vous en êtes de votre projet, que ce soit en termes d'accessibilité, que ce soit par rapport à votre parcours, par rapport aux personnes qui sont mobilisées, par rapport à vos partenaires et ainsi de suite. Cet autodiagnostic, il va vous permettre de définir un plan d'action, de voir un peu où sont vos faiblesses, de façon à pouvoir les améliorer. L'idée, c'est aussi de vous mettre un rétro-planning avec des pilotes, des échéances, de façon à ce que vous puissiez vous auto-évaluer régulièrement
et voir si vous vous êtes amélioré et sinon, où sont vos difficultés. Encore une fois, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. L'idée, c'est que vous puissiez vous appuyer sur des experts d'autres organismes qui sont vraiment spécialisés sur le handicap et qui vont pouvoir vous apporter des solutions aussi. Par la suite, il va falloir donc déployer votre plan d'action, en faire des revues de façon à identifier vraiment quels sont les éléments que vous devez retravailler encore et que vous pouvez améliorer. Pour finir, vous aurez votre audit initial Calliope, auquel on va vous répondre que de toute façon, vous avez été trop loin, que vous êtes trop bon en handicap, que vous êtes vraiment des spécialistes et que tout va bien. Je rigole, mais en même temps, c'est le dernier retour qu'on a eu, le dernier accompagnement qu'on a fait. L'auditeur a été surpris de voir autant d'actions mises en place. Pour le tout, l'idée, c'est d'avoir un référent si possible. En fait, l'idée, c'est surtout d'avoir quelqu'un qui va pouvoir piloter votre démarche. Merci Anaïs. Moi, je vais juste rappeler un point important concernant l'intra-l'inter, on y répondra tout à l'heure. Une précision qui est utile, je ne sais pas qui est connecté, mais je rappelle que l'identification et la désignation d'un référent handicap n'est obligatoire que pour les centres de formation d'apprentissage, c'est-à-dire pour l'activité, pour la catégorie d'action CFA qui concerne le périmètre Calliope. Ceci dit, ça n'enlève pas cette logique d'accessibilité universelle, c'est-à-dire que même si en tant qu'OF, vous n'êtes pas soumis à cette obligation de référent handicap, vous êtes toutefois soumis à cette obligation de logique d'accessibilité universelle. C'est-à-dire que vous devez toutefois entamer cette réflexion qui est quelle est mon offre, quel public je vise, quelles sont mes capacités à accueillir ou pas un public en situation de handicap. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous baser aussi sur vos retours d'expérience si c'est le cas. Mais je tiens vraiment à préciser, à bien insister, même si le référent handicap n'est pas obligatoire en OF, la logique d'accessibilité, d'accessibilité universelle, elle est obligatoire. Donc, l'auditeur vous auditera sur ces sujets-là, même si vous ne mettez pas en place de référent handicap. Je voulais juste compléter la phase 4 qu'a présentée Anaïs par une petite précision. Pour les certifications professionnelles, il y a aussi un sujet qui est dans le cas où le bénéficiaire va se présenter à un examen parce qu'il s'agit d'une certification professionnelle, il y a aussi un sujet qui porte sur les compensations nécessaires à prévoir selon sa situation pour qu'il puisse passer les différents examens ou autre modalité pour valider sa certification. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, à mon humble avis. Et pour ce faire, nous vous invitons aussi à vous rapprocher du certificateur. Voilà, c'était les 2 points sur lesquels je voulais quand même insister. Et pour terminer cette partie plutôt technique sur le référentiel et le sujet du handicap, pour récapituler, ce qui est important, c'est vraiment, comme on dit et on le répète, prendre en compte l'existant. Ne pas prendre pour acquis qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de locaux accessibles, que vous n'êtes pas en capacité d'accueillir du public en situation de handicap, sachant que cette notion de public en situation de handicap, elle concerne plusieurs typologies différentes de handicap. Prendre en compte partir de l'existant, en le prenant en compte, identifier bien vos moyens, les partenaires, les experts, votre réseau, les expériences personnelles, professionnelles de vos collaborateurs, si tant est qui souhaitent les partager, et ensuite bien donner du sens à la démarche. C'est-à-dire que l'objectif là, c'est de pouvoir apporter une réponse à une demande d'une personne en situation de handicap. Donc là, il y a pour moi, il y a vraiment 2 axes clés à retenir, et je terminerai avec ça. Le premier axe, c'est l'ingénierie de formation versus la communication de l'offre. Et le deuxième axe, c'est public en situation de handicap. Donc là, on raisonne accessibilité. Est-ce que mon offre est accessible? Donc, il y a les locaux, certes, mais au-delà des locaux, il y a aussi les moyens. Est-ce que mon personnel est formé, etc. Et les compensations lorsque vous avez une demande précise d'un bénéficiaire, c'est-à-dire les éventuels moyens, ressources nécessaires pour adapter le parcours ou les modalités de la formation aux besoins du bénéficiaire. Et raisonner besoin et non pas situation de handicap. Voilà.
Merci beaucoup Anaïs et Mariana. Je vous propose maintenant très rapidement de passer 2 minutes, hein, je dirais, sur nos formations personnalisées à distance, donc concernant le référent handicap. Donc en fait, on a vraiment réalisé cette formation en 3 étapes, avec une première étape qui concerne le panorama des situations de handicap. Hein, donc c'est essentiellement les éléments clés à connaître par le référent handicap. L'idée est qu'à la fin de ce module, vous puissiez voilà, réaliser votre autodiagnostic par l'organisme de formation. Autodiagnostic qui est ensuite validé par Naïs à l'issue et en amont du deuxième rendez-vous donc en visioconférence. Donc la deuxième étape, c'est vraiment donc la thématique de l'accompagnement des parties prenantes par le référent handicap. Là encore une fois, il y aura voilà, une mise à disposition d'un certain nombre de trames pour la mise en place de partenariats par exemple, avec les principaux interlocuteurs, leur rôle, le type de handicap concerné, les aides financières éventuelles, les droits, etc., etc. Pour ensuite passer à la troisième séquence. Hein, et donc toujours, on est dans cette logique de validation des documents une fois que bah, les documents ont été adaptés par l'organisme. Et enfin, donc troisième séquence qui est donc dédiée voilà, à permettre un accueil de qualité de la personne handicapée en amont de la formation, pendant la formation et après la formation. Hein. Et donc là, ce qu'on vous propose comme outil, c'est un guide avec une trentaine de fiches pratiques sur les actions à mener pour mettre en place votre projet, donc que ce soit des thématiques liées à l'affichage, à la mise en place de partenariats ou autres. Et enfin, de valider évidemment avec un quiz, hein, donc la validation des acquis, et donc on revient sur certains aspects si effectivement le quiz démontre un certain nombre d'éléments qui ont pas été bien pris en compte. Voilà, donc les modalités, je dirais, concernant cette formation, c'est donc, comme vous l'avez compris, 4h30 de rendez-vous en visio avec le formateur. Généralement, on essaie d'espacer les formations, enfin, les différents modules d'une semaine pour vous laisser le temps un petit peu de travailler sur les différents documents. C'est un équivalent de 7 heures formateur hein, en incluant, je dirais, les rendez-vous avec le stagiaire et puis la validation des travaux. Et je précise que ce sont vraiment des formations qui sont dédiées à l'organisme, à un seul organisme idéalement. Et donc, autant de personnes que vous souhaitez peuvent participer hein, dans la limite de 1 à 4 pour évidemment avoir quand même un groupe restreint. Mais on a un tarif qui est unique à 990 € pour, je dirais, cette formation qui est totalement individualisée et personnalisée aux besoins de l'organisme. Voilà, on a également d'autres formations qui sont toutes référencées sur Espace Formation d'Acto, donc notamment évidemment des formations actions concernant la mise en place d'une démarche qualité visant la certification Calliope. Et on a essayé évidemment de répartir hein, je dirais, ces formations en fonction des catégories d'action et puis en fonction de la démarche qualité qui avait été, je dirais, initiée par l'organisme, hein, donc Datadocké ou déjà certifié selon un référentiel existant sur la liste du CNEFOP. On a également d'autres formations qui sont disponibles, notamment par exemple le document unique. Voilà, je vous propose maintenant, je dirais, de continuer je dirais, à taper vos différentes questions sur le chat. On en a déjà une bonne dizaine qu'on a pu regrouper. Donc, je vous propose qu'on, sans plus attendre, qu'on puisse, je dirais, d'ores et déjà commencer à y répondre. Avant ça, je vous donne quelques informations pratiques. Donc, n'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction qui sera disponible à la fin du webinaire. Ça vous permettra d'avoir accès à la présentation en PDF. Le webinaire est enregistré, donc le lien sera disponible et il sera disponible 1 heure après la fin du webinaire et vous sera envoyé directement par email. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn pour être au courant de toute l'actualité des organismes de formation et des CFA. On fait des lettres, je dirais, mensuelles qui sont généralement assez fournies. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur le lien qui est disponible. Et puis évidemment, vous avez nos coordonnées à la fin de la présentation pour toutes vos questions. Voilà, alors je vais commencer peut-être avec une ou deux questions. Donc il y avait Mariana et Anaïs, une question sur la différence entre voilà, formation inter et intra. Qu'est-ce que ça change pour voilà, les personnes en situation de handicap? Tu veux répondre ou je réponds, Anaïs? Vas-y, je t'en prie. Alors, là, je vais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Je vais faire un lien. Je ne sais pas si tu peux remettre, s'il te plaît, Charles-Antoine, la diapo 16. Voilà, merci. Pour moi, il faut prendre en compte l'indicateur 4 et 26, au minimum, hein, déjà, si je fais un focus. Dans l'indicateur 4,
le sujet, c'est quels sont les besoins, l'analyse du besoin. Donc, si vous avez une formation en intra, certainement que c'est un commanditaire qui vous a demandé une formation. Donc, soit c'est une création d'une formation parce que c'est nouvelle, soit c'est une formation existante que vous mettez en place ou que vous adaptez légèrement. Donc, lors, en fait, de la réponse à sa demande et à la proposition que vous établissez, pour moi, il faut dès ce moment-là savoir déjà si potentiellement il pourra y avoir ou pas une personne en situation de handicap, si c'est quelque chose à prévoir. Ça, c'est pour de l'intra. Et ensuite, si nécessaire, selon votre capacité ou pas à pouvoir mettre en place les adaptations nécessaires, ça dépend vraiment du type de handicap en fait, vous allez pouvoir peut-être vous appuyer sur ce fameux réseau, là je fais le lien avec l'indicateur 26, d'experts et ou de partenaires qui vont venir vous appuyer en renfort, en renfort matériel ou en renfort de compétences pour pouvoir construire un parcours adapté si vous avez, pour une formation d'intra ou même en inter, des personnes en situation de handicap. L'autre cas, c'est dans le cas où vous ne pouvez pas savoir si potentiellement il y aurait ou pas une situation de handicap. Étant donné qu'on est dans une formation d'intra, ça c'est ma lecture, je considère que, après c'est à vous de voir avec la manière dont vous contractualisez avec votre client, mais pour moi, si dans les engagements il est prévu que c'est en intra et que c'est le client qui met à disposition les moyens, donc ça doit être pour moi stipulé dans le contrat, c'est un engagement. Vous devez informer votre client, le commanditaire, des moyens nécessaires, et dont notamment s'il y a une situation de handicap, les compensations. Et après, il reste à savoir qui engage les frais ou le budget pour ces éventuelles compensations. Est-ce que c'est le commanditaire ou est-ce que c'est l'organisme de formation? Donc ça, pour moi, on est dans la démarche d'analyse de besoins et d'établissement de propositions commerciales, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas si tu veux compléter, Anaïs. Non, je pense que tu as fait une tour. Je pense qu'il y a une question, enfin, qui est un petit peu le corollaire de celle-ci, c'est comment savoir qu'une personne est en situation de handicap? Est-ce qu'on doit le formaliser lors de l'inscription ou est-ce qu'on doit attendre que le client nous prévienne? Alors, de toute façon, le plus souvent, la personne va vous le dire ou non. Bien souvent, il y a cette peur du préjugé de se dire qu'on va être catalogué et donc les situations de handicap, elles vont essayer d'être un peu cachées. Le plus simple, c'est en fait au moment de l'inscription de pouvoir permettre à la personne de s'exprimer, de dire si elle a un besoin plus qu'un handicap. Il y a des types de handicap qui sont reconnus comme tels que depuis peu de temps, notamment tout ce qui va être trouble 10. Par conséquent, une personne qui va être dyslexique, elle va pas vous dire qu'elle est en situation de handicap. Par contre, elle va en effet avoir besoin peut-être d'une adaptation. Elle va peut-être avoir besoin de mettre en place un accompagnement pour la réalisation de ses examens. Et donc, il va falloir qu'elle puisse, à un moment donné, s'exprimer sur ce besoin. Donc ça serait idéalement avant le début des prestations, donc au moment de l'inscription. Je vais juste compléter un petit sujet. C'est pour moi, je pense que ce qui est important, c'est lors de l'analyse du besoin, dans la manière en fait de questionner et d'essayer de comprendre la situation, il faut peut-être avoir un regard plutôt que de se dire je cherche s'il y a un handicap. L'objectif n'est pas de chercher s'il y a un handicap. L'objectif, c'est de savoir quel est le besoin de la personne et en face, pouvoir savoir si vous êtes en capacité de répondre à ce besoin, que ce soit en termes de compétences ou de moyens. Et donc, l'idée là, c'est pas de rechercher le handicap, c'est de savoir s'il y a un besoin spécifique. Tu me dis si je me trompe, Adaïs, Oui, mais non, c'est ça. Parfait, merci. Ensuite, il y a plusieurs thématiques autour de cette fameuse liste en fait de partenaires qu'il faut établir et qui donc elles sont à même d'intervenir sur le fonds handicap. Comment est-ce qu'on détermine, je dirais, cette liste de partenaires? Qui est-ce qu'il faut inclure dedans? Il semble que la GFIP et puis MDPH ont un petit peu de mal à comprendre certaines demandes. Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la façon, je dirais, de réaliser cette fameuse liste? Cette fameuse liste, c'est tout simplement dans un premier temps savoir identifier les acteurs locaux en priorité. Bien sûr, vous avez des organismes comme la MDPH qui sont présents sur toutes les régions. Et l'idée, c'est surtout d'être sur du local et de savoir autour de vous
qui va pouvoir vous accompagner. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous avez un stagiaire qui est malvoyant. Il y a besoin peut-être de mettre en place une compensation, mais vous n'êtes pas forcément informé de ce qui peut exister, de ce qu'on peut faire. Vous pouvez très bien vous orienter par exemple vers la GFIP qui a des fiches techniques sur le handicap lié au visuel et qui va vous permettre de comprendre un peu mieux ce handicap, de savoir ce que vous pouvez mettre en place. Et vous pouvez même les contacter de manière individuelle en leur expliquant quel est votre souci, où est-ce que vous rencontrez une difficulté, de façon à ce qu'ils puissent vous accompagner de manière vraiment plus individuelle. L'idée d'avoir cette liste de partenaires, c'est vraiment d'avoir ce vivier de personnes que vous allez pouvoir contacter si jamais vous avez une difficulté. Pour la MDPH, c'est souvent quand il y a besoin de mettre en place des aménagements pour passer des examens ou même tout au long de l'année. Pour autant, faites bien attention. Je rebondis sur ce que Nyriana disait tout à l'heure. Même si la MDPH monte un dossier, que leur médecin valide le fait qu'une personne peut avoir par exemple un tiers-temps pour les examens, ça reste le détenteur du certificat qui décide si oui ou non il y aura mise en place de ce tiers-temps. Nirena, tu souhaitais rajouter d'autres éléments sur cette liste de partenaires éventuels? Alors moi, je vais juste prendre un peu de hauteur et juste préciser, je ne sais pas si vous voyez la diapo, mais il y a dans l'indicateur 26, je suis désolée, hein, mais il faut vraiment, je sais que c'est pénible, il faut lire et relire plusieurs fois les éléments, mais je pense que c'est très important de bien cerner ce qu'attend ce qui est écrit dans cet indicateur 26, puisqu'il y a bien marqué le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires. Il y a deux choses, soit pour accueillir, accompagner, former, soit pour orienter les publics en situation de handicap. Donc moi, je lis deux choses. Soit vous pouvez accueillir, accompagner, former, soit si vous n'êtes pas en capacité de le faire, vous devez au minimum orienter. Donc moi, je traduis ça par, évidemment, ce sera adapté selon les situations de handicap et selon la formation concernée, mais moi, quand je lis ça, ça veut bien dire que vous avez une liste de partenaires ou d'experts, hein, pas forcément des partenaires, parce que des fois, le partenariat, ça donne lieu à des conventions et tout ça, soit une liste d'experts, d'organismes ou de partenaires qui sont au niveau local ou national, ça dépend de votre niveau d'intervention, mais qui soit vous permettent d'adapter, de mettre en place des compensations si vous accueillez, accompagnez, formez, soit qui peuvent, vers lesquels vous pouvez orienter la demande pour qu'ils puissent apporter les éléments de réponse à la personne. L'objectif, c'est d'apporter une réponse à la demande. Ce n'est pas de. Il faut vraiment, quand vous avez une demande, c'est apporter une réponse. Et la réponse, c'est pas forcément adapter la formation. Vous pouvez dire, je ne suis pas en capacité, j'ai pas les moyens ou j'ai pas la possibilité de le faire. Je vous propose de contacter tel ou tel organisme. Donc pour moi, la liste, elle sert à ça. Donc soit à accueillir, accompagner, former, soit à orienter, soit les deux. Alors ensuite, j'ai une question qui est assez classique, qui en fait nous demande est-ce qu'on peut potentiellement avoir une non-conformité parce qu'on est dans des locaux qui sont pas PMR, en capacité d'accueillir des PMR. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir une non-conformité là-dessus? Alors on peut, si on n'a aucun support qui explique pourquoi on est dans cette situation. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec les bâtiments parisiens qui sont patrimoine français et pour lesquels on ne peut pas faire de travaux. Dans tout établissement qui reçoit du public, vous devez avoir un registre public d'accessibilité. Ce registre, il met en avant ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas pour votre organisme. Encore une fois, l'accessibilité, c'est en 3 points, donc ce document est en 3 temps. On a le bâtiment, vos prestations et la sensibilisation faite auprès des professionnels. Si votre bâtiment est classé patrimoine, vous avez un document qui l'atteste. Ça peut être la préfecture qui vous le donne. À ce moment-là, vous le mettez dans ce registre et ce registre d'accessibilité, vous pouvez le présenter lors de l'audit et du coup, ça justifie pourquoi vous n'êtes pas accessible, mais le fait que, en effet, c'est pas vous qui en avez pris la décision, vous ne pouvez pas faire de travaux,
Donc, voilà, vous êtes un peu coincé, mais vous avez un justificatif. Par contre, ça veut dire aussi que vous avez identifié en amont ce problème et donc vous avez communiqué sur le fait que vous n'êtes pas accessible sur le thème, au niveau du bâtiment et donc on doit retrouver cette information en amont. C'est la phase 2 dont on parlait tout à l'heure, le fait de communiquer. Pensez bien à mettre en avant en effet que vous n'êtes pas accessible parce que le bâtiment ne l'est pas. Alors, moi, je voudrais juste compléter un point. Alors, je tiens à rappeler, parce qu'on l'avait dit au précédent webinaire, l'audit Calliope, ce n'est pas un audit réglementaire. Donc, l'auditeur, en théorie, alors je dis bien en théorie, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pratiques très disparates sur ces indicateurs du RSQ. Donc, je ne vous cache pas que je mets un peu une réserve, mais moi, dans la logique de Calliope, c'est pas un audit réglementaire. L'objectif, c'est pas de faire un audit d'accessibilité de vos locaux. Donc, la première question, c'est est-ce que vos formations ont lieu dans vos locaux? Est-ce que vous accueillez du public dans vos locaux? Si vous avez que des salariés, c'est possible que la question n'a pas lieu d'être, puisque si toutes vos formations sont à distance, les locaux, à part pour la sécurité de votre personnel, concrètement, le public n'est pas accueilli. Donc la première question, elle est là, c'est quelles sont vos modalités de formation à distance, en présentiel? Est-ce que les locaux en soi, est-ce que les bâtiments ont pour finalité d'accueillir du public en formation ou est-ce que ce n'est pas le cas? Voilà. Et après, en termes d'accessibilité, vous pouvez aussi éventuellement, comme alternative, prévoir des partenariats avec des organismes qui, eux, ont des locaux accessibles. Je sais que c'est possible avec des mairies ou des choses comme ça. Enfin, je te laisse me contredire, Anaïs, mais il me semble que vous pouvez aussi mettre en place des partenariats si, par exemple, vous n'avez vraiment pas la possibilité de rendre vos locaux accessibles avec d'autres organismes ou d'autres experts qui pourraient vous mettre à disposition, du coup, si nécessaire, des locaux adaptés. Oui, exactement. C'est même le cas pour ceux qui seront sur des petites structures qui, du coup, n'ont pas forcément de locaux ou alors uniquement pour les salariés qui font leur formation ailleurs. Hein. Vous pouvez, du coup, voilà, justifier que l'accessibilité de votre local ne sera pas un frein pour vos prestations. Parfait, merci. Bah, écoutez, je crois il est 15h01 et donc je ne veux pas, je dirais, retarder les personnes qui avaient prévu quelque chose à 15h. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos nombreuses questions. Nous restons à votre voilà, disposition si vous avez des questions évidemment plus personnalisées. Voilà, encore une fois, sur nos différentes formations, on mettra à votre disposition un certain nombre de kits outils et de documents qui devraient vous permettre de gagner pas mal de temps sur voilà, la réponse aux différentes exigences de Calliope. Et puis évidemment, si vous avez des besoins en accompagnement ou en formation d'action personnalisée concernant Calliope, on est également à votre disposition. Hein, et donc je pense que comme Myriana l'a mentionné, un des sujets, c'est le fait qu'il y ait quand même une hétérogénéité quand même assez importante entre les auditeurs et entre les organismes certificateurs sur voilà, l'interprétation parfois du référentiel national de qualité. Donc nous, notre job, hein, c'est vraiment de placer le curseur à un niveau qui vous permettra, je dirais, d'obtenir la certification sans encombre. Voilà, merci encore. Le lien sera disponible dans une petite heure et n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction pour recevoir la présentation en PDF. Merci à tous pour votre écoute et votre temps.